avec la romancière Nathalie Bernard, qui a écrit ce livre magnifique dont on va parler dans un petit moment. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir à tous. Et donc, on va parler d'un sujet, c'est un peu différent par rapport à ce qu'on a parlé avant, et donc on a déjà parlé sur la protection de la nature, on a parlé sur l'Inde, et donc aujourd'hui, on va parler c'est une campagne, nous on l'appelle la survival, la campagne des écolucines, je vais expliquer pourquoi. Mais c'est la question de la scolarisation forcée à un niveau général des enfants autochtones. Donc, je vais juste expliquer pourquoi on l'appelle les écolucines et après je vais laisser la parole à Nathalie. Donc, une usine, c'est un endroit où on produit des choses et les choses doivent être standardisées. Donc, il faut produire on fait des produits qui suivent des lignes. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs écoles dans le monde, il y a eu dans le passé aussi, dans lesquelles les enfants autochtones sont obligés d'y aller. Ils sont forcés à devenir un produit de la société industrialisée. Donc, ils sont obligés à pas parler leur langue. Ils sont obligés à devenir, comme ils le s'appelle, modernes, civilisés. On va critiquer avec Nathalie aussi, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Et il y a beaucoup de violence dans ces processus, bien sûr. Et c'est pas une question, donc, comme on sait bien, je crois qu'au niveau général, on sait bien que dans le 19e siècle et dans le 20e siècle, il y a eu ce type d'écoles au Canada, en Australie, aux États-Unis, avec les noms des pensionnats autochtones ou des écoles résidentielles. Et donc, ça, c'est plutôt connu. On connaît bien on commence à parler du traumatisme et de la destruction des communautés que ce type de scolarisation forcée a apporté aux peuples autochtones, mais on connaît moins bien que ce type d'école continue à exister. Et nous, on pense qu'environ 2 millions d'enfants ils sont dans ce type d'école. Et on amène une campagne, surtout en Inde, pour fermer ce type d'écoles et pour donner, parce que c'est l'idée clé chez nous, c'est donner l'éducation, les pouvoirs sur l'éducation aux peuples autochtones, les contrôles de l'éducation. Donc, on pense que l'éducation des peuples autochtones devrait être sur leur contrôle. Mais la chose que je trouve aussi plutôt importante, c'est de comprendre que ces écoles sont pas seulement des endroits qu'est-ce que ça veut dire l'éducation? Parce que c'est pas seulement un endroit où les peuples autochtones ils vont apprendre une chose, ils vont oublier leur langue et la langue c'est pas seulement ça sert seulement pas à transmettre de l'information, ça sert est lié à l'identité en tant que peuple, à leur conception de l'univers, c'est une manière de voir le monde. Donc éliminer la langue, c'est déjà éliminer la manière de voir le monde. Donc ces types des écoles, à la fin, ils apportent un génocide, ils apportent la mort du mode de vie. Donc, nous, on fait une campagne pour arrêter ce type de modèle qui, comme je répète, continue à exister. Mais on va parler maintenant des pensionnats autochtones au Canada. Et on va parler, comme j'ai dit avant, avec les livres que j'ai montré une autre fois, ces livres magnifiques. Donc, je vais laisser à Nathalie introduire un peu les livres et après, je vais te poser des questions, Nathalie, sur les livres. Juste sur l'éducation, j'ai lu il n'y a pas longtemps une phrase d'une réalisatrice justement autochtone canadienne qui s'appelle Alanis Obomsawin, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais elle a dit c'est par l'éducation que l'on se développe et que l'on fait l'apprentissage de la haine et de l'amour. Donc, c'est quand même un petit peu la base de toute la vie. Donc, effectivement, là, on est sur des sujets fondamentaux. Et c'est vrai que je ne savais pas. Moi, je me suis arrêtée sur mon sujet. Bien sûr, je suis romancière. Je suis pas chercheuse. Je suis pas non plus dans votre assaut. Et j'ai découvert donc qu'il y avait encore des écoles usines qui existent aujourd'hui. Et c'est vraiment extrêmement choquant. Voilà. Donc moi j'ai découvert en fait ces pensionnats pour autochtones en écrivant, c'est-à-dire que j'ai écrit un roman policier au départ qui se passe 7 jours pour survivre, qui se passe au Québec. J'étais jamais allée au Québec. En fait, j'ai eu l'idée d'écrire ce roman dans la cabane de mon jardin. Et puis tout de suite, j'ai imaginé une héroïne amérindienne en fait qui se serait réfugiée dans la cabane pour se mettre à l'abri d'un prédateur. Donc voilà, je suis partie sur ça et puis évidemment, j'ai fait des recherches sur les Amérindiens, je suis partie au Québec, je suis allée voir les réserves mais
en tant que touriste en fait. Il n'y avait pas une préparation particulière du voyage. Et puis j'ai découvert donc en me renseignant pour mon héroïne et pour en l'occurrence lui trouver un grand-père qu'a vécu son grand-père, j'ai découvert donc les pensionnats pour sauvages, donc comme ils appelaient ça. Déjà rien que le terme est très très violent. Donc des pensionnats qui ont existé quand même à partir de 1831 et qui le dernier donc a fermé quand même en 1996. Donc c'est vraiment récent aussi. Donc ça m'a beaucoup choquée. J'ai voulu creuser la question, donc j'ai fait des recherches et puis j'ai vu aussi beaucoup de témoignages parce qu'il y a plein de sites qui existent, puisque depuis quelques années la population autochtone cherche à guérir de ces traumatismes. C'est un travail très très long bien sûr. Il y a un travail de guérison qui a commencé et donc on trouve quand même pas mal d'informations sur internet, pas mal de sites et on trouve également des vidéos en fait où les personnes qui ont vécu dans ces pensionnats racontent devant la caméra ce qu'ils ont vécu et c'est vrai que ça m'a vraiment bouleversée en fait de les écouter raconter leur enfance parce que pour la plupart ils sont plutôt âgés. Raconter donc leurs 6 ans, parce que en fait les pensionnats c'était de 5-6 ans jusqu'à 16 ans, et donc raconter ce qu'ils avaient vécu à ce moment-là en pleurant encore aujourd'hui évidemment, en se rappelant de ce qu'ils avaient vécu, puisqu'en fait ça marchait à peu près toujours de la même manière. On venait chercher les enfants dans leur famille, donc sur les réserves ou dans la forêt, là où ils étaient en fait, et puis on les arrachait de force à leur famille pour les amener donc dans ces pensionnats qui étaient souvent très éloignés de leur habitation d'origine, donc ça les coupait complètement de leur famille. Donc déjà, ils comprenaient pas, surtout les petits enfants ne comprenaient absolument pas ce qui se passait quand on les arrachait à leur famille. On les mettait dans un camion, dans un train, enfin en fonction des périodes, dans différents moyens de locomotion, donc, et on les emmenait dans un endroit, ils savaient pas trop. Ils avaient compris que c'était une école, je pense, mais c'est tout. Et puis arrivé là-bas, donc tout de suite, on leur donnait un numéro, c'est-à-dire que c'est quand même, ils avaient déjà été, on leur avait déjà donné des prénoms évangéliques à l'époque, mais quand même, on leur donnait un numéro. Donc c'est vraiment un désir de faire disparaître en fait toute l'origine de ces personnes-là. Et ensuite, on leur rasait la tête, on leur enlevait leurs vêtements traditionnels, on les brûlait. On brûlait leurs colifichets, on brûlait tout ce qu'ils avaient sur eux et on leur mettait des uniformes donc pour qu'ils se ressemblent tous et surtout qu'ils commencent à ressembler à des blancs. Ouais. Voilà. Ça me fait, même quand tu les racontes, je t'ai déjà dit que j'ai beaucoup d'émotions à lire les livres. Ouais. C'est vraiment un voyage un peu difficile. Même moi, je suis chercheuse, donc je suis aussi habituée à aller sur le terrain à parler avec ça, à parler des sujets délicats, mais ça quand même m'a beaucoup touchée par la violence qu'ils ont subi ces personnes, mais en même temps l'absence, parce que la absence de la possibilité de parler de ça. Et la difficulté de parler de ça, après, il faut dire que l'éducation est toujours considérée quelque chose de positif. Donc, jusqu'à au moment où, je pense que c'était Trudeau qui a demandé. Oui. Enfin, alors, il y a le Premier ministre d'avant, donc, avait déjà demandé, avait déjà présenté ses excuses. Les églises ont présenté leurs excuses aussi dans les années 90. Le pape Benoît XVI également. Mais en 2015, Justin Trudeau a vraiment demandé pardon. Il a demandé pardon à toute la nation autochtone. Et là, en 2019, en juin 2019, il a carrément parlé de génocide, là, cette fois-ci. Et donc, suite à l'enquête nationale qu'il a demandé, il a dit oui, il y a vraiment un génocide, en tout cas au niveau des femmes autochtones disparues, puisqu'on s'est rendu compte que les femmes autochtones au Canada disparaissaient en masse et que la police les cherchait moins, peut-être aussi. Les journalistes s'intéressaient moins à elles parce qu'elles étaient autochtones. Et puis surtout, toutes ces femmes autochtones disparaissent du fait des réserves, du fait de la violence dans les réserves, du fait de la répétition aussi de la violence
que tous ces gens ont subi dans ces pensionnats. Puisqu'en fait, quand on est enfant et qu'on subit la violence d'un adulte, qu'est-ce qu'on va faire quand on est plus grand? Ben, on va malheureusement répéter si on n'a pas pu guérir, si on n'a pas pu en parler, si on n'a pas pu commencer un travail de guérison et de réappropriation de soi. Voilà. Oui. Mais en fait, c'est ce type de violence qui m'a beaucoup touché dans les livres. C'est parce que des fois, c'est une violence physique. Donc, c'est une chose qui est reconnue comme une violence. Mais il y a aussi une violence psychologique. Et c'est la chose que je voulais te poser. Ces violences d'effacer la mémoire. Et c'est important la mémoire dans ton livre parce que les personnages, ils oscillent toujours entre être. Il y a des chapitres dans lesquels ils se rappellent, des chapitres dans lesquels il y a la réalité. Donc, comment à travers ce type d'école, ils ont essayé d'effacer la mémoire, la langue, que c'est une mémoire, parce qu'une langue, c'est comme j'ai dit, elle transmet des émotions, des connaissances. Donc, et ce type de violence invisible qui est beaucoup présent dans ton livre, et c'est la chose qui pour moi, parce que c'est aussi impossible de la dire. Comment parler de ces violences-là? Comment tu as parlé avant quand on a discuté de ces blessures intérieures. Que ça se voit pas, c'est pas physique. Il y a bien sûr, je le répète, de la violence physique, mais ce type de blessures invisibles, c'est important dans ton livre. Le pire, en fait, c'est ce sentiment de honte. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à donner aux enfants la honte de ce qu'ils étaient à l'origine, c'est-à-dire la honte de leur peuple, la honte de leur culture, la honte de leur langue. Et donc, en grandissant, ils ont brisé les liens avec la famille, puisqu'en fait, même quand ils pouvaient revenir, normalement, ils pouvaient revenir tous les étés, mais la plupart du temps, ils ne revenaient pas, puisque les pensionnats étaient très loin de leurs habitations, donc ils ne pouvaient pas revenir. Et quand ils revenaient, occasionnellement ou bien plus tard, eh bien là, c'était brisé avec leur famille parce qu'ils voyaient tout ce qu'on leur avait décrit, c'est-à-dire ces gens-là, ils parlent pas le français, ils parlent pas l'anglais, donc ils sont pas adaptés. On leur a répété, en fait, on leur a bourré le crâne en leur disant, non, voilà, c'est pas bien. Les Indiens sont des petits enfants, ça restera des petits enfants. On pourra jamais en faire des adultes. Il faut pas être indien, il faut vraiment devenir canadien, parler français, ne pas parler la langue. Donc il y a une honte qui s'est installée et en fait c'est cette brisure aussi entre à la fois entre les traditions, les habitudes, la langue, l'histoire, mais aussi avec la famille. C'est-à-dire que les liens étaient coupés sur tous les plans et les personnes avaient honte à la fois des traumatismes qu'ils avaient subis et également de ce qu'ils étaient à l'origine. Donc, d'où je viens, qui je suis, je ne sais plus, puisque je suis tiraillée entre deux choses et que ces deux choses me font horreur, puisque je pense quand même que ce qui vivait aussi dans ces nouvelles écoles-là était aussi synonyme d'horreur, vu tous les sévices, les morts, la maltraitance. Les autres problèmes étaient aussi pragmatiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'argent en fait alloué à toutes ces écoles, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, il y en a eu 130 je crois, et puis une dizaine au Québec, et donc ça s'est développé très très vite, mais il n'y avait pas beaucoup d'argent, c'était pas non plus la priorité en fait. Oui. Donc, sans cet argent-là, eh ben, on entassait les enfants dans des endroits insalubres. On pouvait pas leur donner à manger, voilà, leur donner ce qu'il fallait à manger. Ils n'avaient pas assez à manger. C'est un peu ce que je décris dans le premier chapitre de mon roman, c'est-à-dire que le régime d'hiver, il n'y a plus de lait, il y a plus, voilà, il y a des denrées qui n'existent déjà plus parce que on n'a pas été livré et qu'il n'y a plus d'argent. Et puis du coup, dans ces conditions insalubres, il y avait aussi beaucoup d'épidémies, donc il y a eu aussi beaucoup de morts à cause de la tuberculose et de la grippe. Oui. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont morts dans ces écoles, dans ces pensionnats, des épidémies, de suicides, certains qui s'enfuyaient parce que victimes de violences à la fois psychologiques, mais aussi sexuelles, malheureusement, parce que les personnes qu'on mettait à la tête de ces pensionnats étaient pas forcément formées, étaient mal payées et peut-être aussi faisaient payer leur frustration
aux enfants. Enfin, c'est vraiment. Oui. On a beau regarder dans tous les sens. Alors, il y a eu certains témoignages où ça s'est plutôt bien passé, mais on se rend compte que quand ça s'est bien passé, c'est souvent quand ce sont des écoles qui sont près des réserves et que finalement l'enfant ne perd pas complètement le contact avec sa famille. Ce sont des écoles de jour où l'enfant ne dort pas et peut quand même garder le lien avec ses traditions. Oui. Mais la chose que je trouve aussi que c'est intéressant, c'est de dire un peu que c'est pas une question de quelques écoles. C'était une politique systématique. Oui, complètement. À faire disparaître des peuples autochtones. Et donc, à la base de tout ça, il y a le racisme. Et la question des langues, pour moi, c'est important parce que l'année dernière était l'année des langues autochtones à l'UNESCO. Et donc, on a s'est beaucoup parlé de la disparition des langues autochtones. Et on parlait beaucoup du fait que les gens ne parlent plus la langue parce qu'il s'agit des nouvelles générations. Et pour moi, ça dépolitisait totalement la question parce que les nouvelles générations, souvent, des peuples autochtones, ils parlent pas la langue, pas parce qu'ils sont des nouvelles générations et comme ça, parce que c'est la loi, une loi naturelle. C'est vraiment parce qu'ils ont incorporé cette langue. Ils pensent que leur langue est liée à une vision pré-moderne. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant les titres, parce que tu as choisi Sauvage. Et la manière dont les peuples autochtones ils continuent à être décrits, c'est pas une question liée au passé. Et je voulais te poser la question, pourquoi tu as choisi ces titres qui soulignent plutôt, plus que les pensionnats, ils mettent l'attention sur les personnes, en fait. Oui. Sauvages, déjà, on les appelait les sauvages. On les appelait les sauvages. Et en réalité, quand on regarde ce qui s'est passé, on se demande qui sont les sauvages. Est-ce que ce sont vraiment ces pauvres enfants à qui, qu'on a privé de tout et qu'on a déraciné? On disait quand même qu'on voulait tuer l'Indien dans l'enfant. C'est d'une violence absolue. C'est-à-dire, on voulait tuer l'Indien et sauver l'enfant. Mais en réalité, donc, le rendre blanc, en fait. Hein. Et c'est vrai que ce mot sauvage, à la fois représente donc la vision des blancs sur ces gamins. À la fois, le sauvage, c'est l'endroit où mon personnage va se réfugier, puisque lui, il trouve un refuge dans la nature, en fait. Donc, il trouve un refuge dans le sauvage. Et puis, c'est vrai que ce mot sauvage, on le place souvent contre civilisé, contre le mot civilisé. Mais les gens civilisés, pour le coup, là, sont les véritables sauvages. Et le mot originel de sauvage, c'est celui qui vit libre en pleine nature. Donc, c'est pas du tout négatif. Oui. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que plus on lit, parce qu'on pense qu'on va lire un livre au début des sauvages, des peuples autochtones, ou dans notre vision aussi, des fois, dans les stéréotypes, et on finit vraiment pour penser, si nous, on est les civilisés, alors il y a un problème parce que c'est vraiment une réaction intéressante. Ouais. Et je voulais te poser la question sur la guérison. Oui, la guérison, oui. Parce que c'est une chose dont tu as parlé beaucoup et que je me pose la question, est-ce qu'on pouvait vraiment guérir de ça? Une fois que j'ai parlé avec plusieurs personnes qui en Inde ont été obligées à cette école aussi, les écoles pour les peuples tribaux. Et j'ai eu l'impression qu'ils n'ont jamais réussi à... Bon, c'est entre eux qui ont réussi à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bien sûr, ils critiquent la société industrialisée, mais je crois qu'ils vont porter ce type d'honte et de traumatisme pour toujours. Et donc, surtout la discrimination et la violence que les professeurs ils mettaient en place. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est possible de guérir? Et on a discuté avant sur les pouvoirs de la parole pour le guérir. Oui. Oui, alors moi, c'est vrai que je crois en la résilience, je crois au pouvoir de la parole. Je pense par contre effectivement qu'il n'y a pas de guérison possible tant qu'on n'a pas exprimé le traumatisme qu'on a vécu. Une guérison totale, je ne sais pas. Je pense qu'on garde toujours des cicatrices à l'intérieur, ça c'est sûr. Mais pouvoir commencer sa vie, pouvoir renouer avec ses origines, pouvoir renouer avec ses traditions. J'ai vu quand même des documentaires. Il y a
des films sur ça où on voit en fait que à partir du moment où le grand-père, la grand-mère, les parents ont ouvert la parole dans la famille et ont expliqué, voilà, ils disent, voilà, à un moment donné, je buvais, mais j'ai arrêté, j'étais violent, mais voilà, voilà ce que j'ai vécu, je vous demande pardon. C'est à leur tour de demander pardon, malheureusement, souvent, mais on sent que à certains moments, ils arrivent quand même à se reconnecter les uns aux autres. Et puis, il y a un retour quand même des jeunes autochtones maintenant. Il y a des nouveaux mouvements où ils ont envie de réapprendre leur langue, ils ont envie d'écrire leurs histoires. C'est vrai que ça, c'est aussi important. Il y a beaucoup. D'ailleurs, j'ai pris quelques bouquins avec moi là que j'ai lus. Donc, il y a Sherman Alexie qui a décrit les pensionnats pour autochtones, qui est vraiment un super auteur amérindien. Alors lui, c'est plutôt les États-Unis, parce que ça existait aussi là-bas. Et puis Richard Wagamese, un auteur magnifique. Alors Jeu blanc, c'est aussi sur les pensionnats d'ailleurs. Et donc on trouve des témoignages comme ça vraiment vraiment magnifiques de gens justement qui ont vraiment entamé la route de la guérison. Et je ne sais pas s'ils ont été guéris, mais ils ont réussi à aller mieux, ils ont réussi à vivre leur vie, à se reconnecter à leur passé, à leur culture. Voilà. Je ne sais pas si c'est une guérison complète. Je ne peux pas parler à leur place de toute façon. Donc, bien voilà. Sûr. Ce qui m'a intéressé, c'est plutôt les processus des déguérissions, parce que je me suis posé la question en lisant les livres, est-ce que notre société, elle peut guérir? Une société comme la nôtre qui a été fondée sur ce type de violence, une violence extrême appliquée contre des enfants au nom de la supériorité de notre société, est-ce que nous, on peut guérir? Et j'ai eu l'impression qu'en lisant les livres, c'est vraiment une des pages plus noires de l'histoire. On a plusieurs pages noires, donc ça va être difficile. Ouais. Mais c'est des histoires, parce que c'est de la violence contre des enfants, donc toujours ça nous touche plus, parce qu'on est censé, bon, les enfants ils sont censés être innocents et donc et les plus vulnérables. Donc, et je me suis posé cette question, est-ce que la littérature est tellement importante pour nous guérir, pour nous faire voir à nous alors c'est important pour eux, parce qu'ils parlent de ça et ça les aide, mais c'est aussi important pour nous. Moi, je crois que j'ai voulu écrire cette histoire-là parce que c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je suis française, je suis blanche, je suis pas autochtone, j'ai même pas d'amis autochtones. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me pose la question, est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Parce que on leur a déjà tout pris, donc est-ce qu'on a le droit de leur prendre leur histoire aussi pour écrire un roman? Bon, c'est vrai que j'avais tellement envie d'écrire sur ce sujet-là que je me suis dit, bon, il vaut mieux qu'on en parle le plus possible. Ça sera mieux que de se taire. Donc, puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas ce sujet en plus. Donc, j'ai eu l'impression que c'était utile, que ça parlait beaucoup à nos jeunes. Mais je crois, oui, on a le souhait de guérir en écrivant sur ces sujets-là, mais c'est compliqué. On est dans une mondialisation qui est vraiment barbare pour le coup. Moi, je trouve qu'on est dans une sauvagerie partout, en fait, tout le temps. D'ailleurs, si on en est là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et c'est vrai que là, par exemple, en ce moment, je lis Nastasia Martin. Je sais pas si c'est une anthropologue qui est allée en Alaska et qui est allée aussi au Kamtchatka. Je sais pas si tu connais. Elle avait écrit un livre donc où elle a rencontré un ours. Elle s'est fait agresser par un ours. Enfin, même manger le visage, et puis elle s'en est sortie. Mais surtout son sujet de thèse sur l'Alaska, c'est terrifiant parce que elle rencontre des populations autochtones là-bas. Donc en plus, elle a écrit ce livre il y a plusieurs années déjà. Elle y est allée en 2010-2012. Et puis ces populations autochtones qui essayent de survivre au cœur de la forêt, mais c'est très difficile parce qu'ils ont les mêmes problématiques dont on parlait, c'est-à-dire l'alcoolisme. Ils se sentent privés de leur terre, on leur a pris leur terre sans rien leur demander, on est allé chercher du pétrole, enfin voilà,
on s'est saisi, c'est du viol aussi d'une certaine manière, hein, on s'est saisi de leur terre d'origine, de leur et en fait elle explique que ces gens-là en fait attendent la fin du monde, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là disent mais en fait ça y est, nous on attend parce que les animaux ne savent plus où ils vont. Il y a la fonte des neiges, on reconnaît plus le territoire, on reconnaît plus rien. Le climat a énormément changé, même dans ces endroits en fait que nous occidentaux on idéalise complètement. On se dit ah oui l'Alaska, j'adorerais y aller, c'est un des derniers endroits sauvages, etc. Ben non, ceux qui vivent là-bas, ils sont en train d'attendre l'effondrement en fait de la fin du monde parce que ils voient que depuis des années, ben rien ne va plus au niveau du climat, au niveau des animaux, et eux ont un rapport à l'animal et au sauvage pour le coup qui à la base était intact, c'est-à-dire que ils vont dire ben nous on sait qu'il faut chasser, je vais dire n'importe quoi, hein. On sait qu'il faut chasser le caribou parce qu'on a vu passer tel oiseau à tel moment. Donc ce sont les animaux qui nous disent ce qu'il faut faire. Nous, les êtres humains, on sait rien. C'est les animaux qui savent, en fait. Ils ont l'instinct, ils savent ce qu'il faut faire. Nous, on sait rien et on écoute les animaux. Mais les animaux aujourd'hui sont perdus. Les animaux eux-mêmes sont perdus aujourd'hui parce que avec le changement climatique, ils ne savent plus où aller. Même les saumons apparemment sont complètement paumés à cause de la fonte des glaces. Il y a trop de minéraux dans l'eau et ils savent plus trouver leur chemin. Donc c'est vrai que guérir, je sais pas si on peut vraiment être sur une pente de guérison. Il faut essayer de limiter la casse pour l'instant, je pense déjà. Oui. J'ai l'impression qu'on en est plutôt là, en fait. Limiter la casse. Mais aussi être conscient du problème parce que aujourd'hui encore, on continue à voler les terres des peuples autochtones et donc les vols des terres, les peuples autochtones dépendent de leurs terres. Donc c'est vraiment là, une fois qu'ils ont perdu leur terre, c'est vraiment le déracinement total et vraiment ils attendent la fin du monde parce que la vie a perdu l'essence. Oui. Et donc la langue, des fois, s'ils n'ont pas de terre, sont des langues totalement attachées à la terre. Donc s'ils n'ont pas la terre, il n'y a pas aucun intérêt aussi de parler la langue. Donc, c'est vraiment tout lié et on continue à faire ça. Et donc, je pense que c'est important. Ça, c'est pour moi, je vais poser cette question à toi aussi comme dernière question avant de passer aux questions. C'est pour ça que pour moi, c'est important de lire ton livre et de parler des pensionnats autochtones. Encore aujourd'hui, soit parce qu'encore aujourd'hui, ça c'est continue à passer, soit parce on doit faire face à la violence qu'on exerce et on a exercé dans les passés. Donc, c'est vraiment emblématique dans les cas de ton histoire, mais qu'on continue à exercer dans des autres manières. Aujourd'hui, les écoles, il y a encore des écoles de ce type, mais elles sont en Inde, par exemple, il n'y a plus au Canada, mais par contre, les Canada, elles continuent, les compagnies multinationales du Canada continuent à voler les terres des peuples autochtones. Tout à fait. On a déjà parlé sur la création des aires protégées en Afrique et en Asie où ils continuent à voler les terres des peuples autochtones. Donc, ce type de violence continue, la discrimination et le racisme continuent. Et donc, pour moi, c'est important de lire c'est ça une des raisons pour laquelle c'est important aujourd'hui encore de se rappeler des pensionnats autochtones. Mais je voulais te poser la question à toi, pourquoi ce serait important de lire sur cette école encore aujourd'hui? Bah, c'est important parce que ça existe encore déjà. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai découvert sur votre site, donc il y avait encore des écoles comme ça aujourd'hui. Moi, c'est terrifiant. C'est terrifiant. J'ai vu qu'il y avait des petits gamins. Alors, je crois que c'est en Malaisie qui ont voulu s'enfuir. Donc, 7 petits enfants entre 6 et 7 ans qui ont voulu s'enfuir parce qu'une des petites filles, en fait, avait voulu se baigner. Il faisait très chaud. Et elle a été fouettée parce elle avait voulu se baigner. Enfin, des gamins qui s'enfuient dans la forêt, qui font 50 kilomètres, non, 50 jours dans la forêt pour s'enfuir, c'est que vraiment c'est insupportable ce qu'ils vivent. Enfin, ils en peuvent plus, quoi. Donc oui, vu que cette actualité me montre qu'il faut continuer à en parler, ça c'est sûr. Il faut continuer à en parler. Et puis il y a tous les dérivés de ce qui se passe dans ces écoles. Au Canada, il y a peut-être plus les écoles, mais il y a les réserves, il y a toutes les problématiques d'aujourd'hui. Oui. Donc rien n'est terminé. On commence juste la guérison depuis très peu de temps. Enfin, je dis
Oui, C'est eux, mais oui. voilà, Merci beaucoup, Nathalie. Je vais passer aux questions parce que sinon on va finir les termes. Donc, je vais lire, je pense que je vais aller du bout, non, à la première. Alors, je vais remonter. Euh, alors, pour Olivier, on a en fait, Nathalie a parlé des femmes autochtones qui étaient aussi victimes des tueurs en série. C'est juste que, parce que Olivier, il pose une question si ce qui est en plus de la répétition de la violence des pensionnats et qui se joue dans la réserve, aussi il y a la question des femmes autochtones qui sont tuées. Mais tu as parlé de ça au début, c'est juste que je pense qu'il est arrivé un peu en retard. oui, tout Euh, à fait. Loïc, il pose la question, est-ce que certains arrivent à échapper à ces écoles? Bah, ceux qui arrivaient à échapper à ces écoles, c'est ceux qui s'enfuyaient, hein, comme Oui, voilà, comme ces enfants en Malaisie. Mais malheureusement, bon, soit ils étaient rattrapés, soit ils arrivaient à se cacher au fond de la forêt. Bon, pour ceux qui avaient de la chance. Et puis après, quand ils étaient dans les écoles, il y en a beaucoup qui s'enfuyaient, mais qui mouraient aussi en s'enfuyant, puisque on était quand même au Québec, il pouvait faire très froid, il pouvait, voilà, enfin, ils avaient souvent des centaines de kilomètres à parcourir, donc oui, c'était pas évident, non, d'y échapper, c'était pas évident apparemment. oui. Et bah, il continue maintenant sur dans ces écoles et nous, on est en train d'étudier et d'enquêter. Il y a plusieurs gens qui sont échappés en Inde ou en Malaisie, mais il arrive, mais des fois avec des conséquences terribles parce qu'ils sont des enfants, ils ne savent pas comment retourner chez eux. Donc, il y a beaucoup de Ben, malheureusement. l'exemple que je donnais tout à l'heure, les 7 enfants de 6-7 ans, il y en a 5 qui sont morts et 2 petites filles qui ont été retrouvées. Et quand on voit les images, on voit qu'elles sont mais vraiment Ouais, tétanisées. Elles auraient préféré rester dans la forêt toutes seules, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant, hein. oui, c'est vraiment triste. Et est-ce que en devenant adulte, certains ont pu se construire en tant qu'Indiens malgré les séquelles? Euh, Bien sûr, heureusement. Je reprends l'exemple de Richard Wagamese, hein, qui est un auteur vraiment. Alors je suis archi fan de cet auteur, qui a traversé l'alcoolisme parce que ses parents aussi ont vécu les pensionnats et que ça, enfin voilà, il a subi toutes les étapes de cette acculturation dans sa famille et donc il est resté longtemps dans l'alcoolisme. Mais quand on voit, c'est devenu un professeur émérite, c'est quelqu'un qui écrit magnifiquement. Je pense, avait un rapport à la nature, parce que malheureusement, il est mort en 2017, qui avait un rapport à la nature absolument magnifique. On aimerait, quand on lit ce genre d'histoire, on aimerait partir avec lui dans la forêt ou dans la nature pour pouvoir découvrir la nature comme il sait nous la raconter, en tout cas. oui, oui. Mm. Et après, une autre question sur est-ce que les peuples autochtones du Québec continuent à parler leur langue? Bien sûr, il a. Ouais. Oui, oui. Ils reviennent de plus en plus, je crois, sur l'apprentissage des langues pour justement retrouver leur culture, oui, heureusement. Après, on a une question. Sans avoir lu Sauvage, en tant qu'autrice française, je me permets de poser la question pourquoi ne pas avoir demandé à une autrice autochtone du Québec d'intervenir? Ils sont appelés nombreux, savoir écrire, réaliser des films sur les sujets. Je peux répondre sur ça. Avant tout, parce que c'est moi qui moi et de mes collègues, on a bien aimé les livres de Nathalie Bernard. Donc, c'est vraiment touchant et on a décidé de les faire sur. On a pensé que que le regard de Nathalie était les mêmes. C'était un regard pas autochtone et donc les mêmes regards que nous avons. Donc pour nous, ça c'était intéressant. Et parce que la question que nous on se pose aujourd'hui, c'est pas vraiment parler au nom des peuples autochtones dans ces débats, mais de parler de notre société. Et donc de comment nous on laisse ça détruire et comment nous on peut retourner sur ces sujets. Donc, c'est pour ça, nous, on donne toujours la parole aux peuples autochtones. On a plein de vidéos même sur les écoles usines, des témoignages des peuples autochtones, mais on voulait plutôt faire une réflexion sur notre société, comme Nathalie a dit, sur nous les sauvages. Donc, on a Ouais. décidé de faire ça. Une autre question, est-ce que les gens indiens peuvent maintenant suivre un enseignement dans leur langue natale?
Ça dépend d'où, mais je pense qu'il parle au Canada. Donc, Ben, je sais pas trop. Je suppose que dans certaines écoles, ça doit être possible, mais là, franchement, je pourrais pas répondre de manière certaine, hein. non, moi non plus, je suis pas une spécialiste dans les peuples autochtones du Canada. Donc, je suis une spécialiste dans des autres peuples autochtones, mais pas au Canada. Donc, ces questions-là, on peut les poser à la chercheuse qui s'occupe Ouais. du Canada. Et donc, alors, Olivier nous demande, bon, merci pour ces interventions, et nous demande comment les livres ont été accueillis par les journalistes et grand public ici et au Québec. J'imagine que c'est la France. Oui, bah, en France, il a été très très bien accueilli, hein, ce roman. Alors moi, j'ai un public adolescent et adulte, puisqu'en fait, on peut lire ce livre à partir de 13 ans. Je suis dans une maison d'édition qui est plutôt considérée jeunesse, mais c'est un livre qui s'est retrouvé vraiment dans les rayonnages jeunesse et adulte, qui a eu pas mal de prix, qui continue à vivre sa vie alors qu'il a 2 ans d'existence. Donc c'est déjà très bien pour un roman. Je sais qu'il s'est vendu au Québec. J'ai eu 1 ou 2 retours de blogueuses, mais c'est beaucoup plus compliqué là-bas parce qu'en fait, ce sont encore des sujets sensibles. Et je m'en suis rendu compte. En l'occurrence, je fais aussi un spectacle en fait où je propose une lecture de ce texte avec une comédienne et on parle. Enfin, la comédienne lit un extrait sur les sévices justement que subissent les personnages. Et donc, il y a des exemples. Et une fois, il y avait un universitaire québécois qui était là, qui nous écoutait et qui était vraiment profondément choqué et qui est venu me voir pour me dire, mais pourquoi vous dites ça il s'est pas passé ça dans notre pays, c'est pas vrai, etc. Et je lui ai dit, je suis désolée, mais je n'ai rien inventé. Il y avait suffisamment de sévices dans tous ces témoignages pour que je n'ai pas besoin d'en inventer. Donc, je ne me suis pas permis d'inventer quoi que ce soit. Et puis, Justin Trudeau a quand même parlé de génocide. Enfin, il y a eu quand même plusieurs hommes politiques qui ont parlé de génocide, qui se sont excusés, qui ont demandé pardon. Je pense que c'est pas pour rien. Et je pense que ce sujet-là est vraiment sensible. La honte est partagée. Voilà. La honte, elle est du côté de ceux qui ont subi, mais elle est aussi du côté de ceux qui ont fait subir, Oui, forcément. oui, oui. Et ça, c'est bon, c'est mieux moi, je pense que l'honte, au moins, c'est un sentiment. Donc, c'est bien C'est ça, oui, c'est ça. totalement que ça se soit passé. Donc, au moins, Ouais. avoir de l'honte. Une autre question, il y a déjà eu des reportages réalisés sur les pensionnats autochtones en Inde et en Malaisie. Alors, nous, on travaille dans ces moments sur l'Inde et je dois dire que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup compliqué parce que cette école aussi, ils sont financés par des compagnies minières ou des compagnies, des entreprises multinationales. Donc, ils vont à détruire la terre des peuples autochtones et en tant que, à côté, comme responsabilité sociale, aussi pour avoir une image meilleure, ils vont financer des écoles. Donc, ça pose, quand il y a des intérêts économiques, ça rend beaucoup, beaucoup plus difficile les témoignages, obtenir des témoignages, obtenir des gens qui parlent. On parle des enfants, donc les enfants, ils sont aussi un peu plus, on ne peut pas juste aller et les poser des questions. Donc, il faut vraiment faire attention. On a essayé des fois de parler avec les enfants devenus adultes, donc sortis de ces écoles. C'est toujours hyper difficile, ils sont peur. On parle des pays, Ouais. Mm. les compagnies minières, ils sont capables de payer des paramilitaires pour faire pour tuer les gens. Donc, c'est vraiment compliqué. Quand même, nous, on a réussi à faire un petit documentaire. Je vais dire à ma collègue de les mettre sur la page. Et c'est bien, mais quand même, par exemple, vous allez voir, il y a des gens qui parlent, ils sont pas en face des caméras Mm. parce qu'ils ont peur d'être reconnus. Donc, la question, c'est Ouais. plutôt de lire. Il y a quand même des documentaires, je vais les mettre en ligne. Et donc, parce que vous pouvez regarder. Donc, Mhm. après, il y a merci Sauvage, c'est recommandé. Bon, ça c'est bien. On apprend de ces peuples gérer au moins pire, les écouter et dans leur langue. Oui, merci, bonne audience. Du coup, c'est pas une question. Merci Alain pour les soutiens. Euh, donc, je ne sais pas, Nathalie, si tu veux ajouter une chose, on peut finir parce qu'il n'y a plus de questions. Et je pense,
J'espère que, parce que des fois, je ne lis pas les questions et je rate une question et je ne voudrais pas. Non, je pense que j'ai tout lu. Donc, Nathalie, si tu n'as rien d'autre à ajouter, je pense qu'on a fini. Je te remercie beaucoup, soit pour les livres que j'invite à tout le monde à lire, soit pour ce soir. Et j'ai trouvé vraiment enrichissant personnellement et aussi pour mon asso. Et je te remercie. Merci beaucoup. Et puis moi, je vais suivre de près Survival International aussi. Je pense que c'est important ce que vous faites. Et on va rester en contact, je pense, pour la suite. Oui, merci beaucoup. Et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, bonne soirée et bon confinement. Au revoir. Au revoir.